bienvenue sur Rising Ocean pour une émission spéciale dans le cadre de l'école de l'écologie organisée dans le sud de l'île par la Center for Alternative Research and Studies et ses alliés, notamment nos amis dans la région de l'océan Indien, pour bien sûr la mise en mouvement du peuple de l'océan Indien. Et bien sûr, ces plateformes se consacrent à la réflexion sur la crise climatique et tous les défis qui nous guettent au-delà de ça pour discuter, mais aussi pour trouver des solutions avec les différents partenaires, les îles dans le voisinage ici, pour discuter, bien sûr, avec beaucoup de sessions de travail, des ateliers de réflexion, mais bien sûr, de la nature et sur le beau quotidien. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de discuter avec trois jeunes qui sont à leur première visite à l'école de l'écologie. Une d'entre elles a déjà été à Maurice en tant que touriste, je crois. On va discuter un peu en ce qui concerne l'écologie, leur compréhension, ce qu'ils ont appris ici déjà à l'école et comment ils comptent mettre en mouvement ça dans leur pays. Et bien sûr, en termes de démocratie, est-ce qu'il y a une démocratie participative dans leur pays respectifs pour vraiment faire de sorte que l'écologie soit comprise et soit vraiment sensibilisée et trouver des solutions justes pour un avenir meilleur, pour sauver notre planète en d'autres mots. Et pour en discuter, nous allons accueillir Coralie, ici à ma droite de l'île de la Réunion. Il y a aussi Tiazonali de Madagascar et il y a bien sûr Fascinati, excusez-moi, des îles de Comores, qui est présent ici. Donc, bon après-midi, merci et bienvenue sur le plateau de Rising Ocean. Merci. Merci. Donc, d'emblée, peut-être on va démarrer avec Tiazonali. Donc, toi qui es de l'île de Madagascar, donc un pays, très grand pays, hein, on peut dire dans l'océan Indien. Donc, pour ton première visite ici à Maurice, quelle est ton impression sur le pays ici à Maurice, surtout au bord de la mer, et ton expérience à l'école? Bon, merci. Tout d'abord, je tiens mes salutations, surtout à vous, messieurs Asvin, et puis notre collègue Coralie et Fascinati, et puis les téléspectateurs et les téléspectatrices. Tout à l'heure, vous m'avez demandé l'expérience que j'ai trouvée ici lors de ma première visite. Tout d'abord, Maurice est un pays magnifique et là, j'ai remarqué ici l'agriculture de canne à sucre et surtout le tourisme. Et c'est pareil comme chez nous à Madagascar. Nous avons des potentiels comme tourisme aussi, comme Maurice, et puis l'agriculture de canne à sucre. Voilà ce qui m'impressionne quand j'étais... Merci. L'économie qu'il y a autour de Maurice. Ok. Par rapport à ça, d'après moi, ce qu'on m'a dit aussi, Maurice, parmi les piliers économiques de Maurice, c'est le tourisme. Et puis l'agriculture à canne à sucre, on m'a dit ça. Et c'est pourquoi Maurice devient une île développée, même s'il est petit par rapport à Madagascar. Madagascar, alors, c'est la quatrième île, la quatrième grande île du monde. Pourtant, Madagascar est un pays sous-développé. Actuellement, il est parmi les pays moins avancés. C'est triste. Et donc, voilà, oui. Donc, peut-être rapidement, tu peux nous expliquer de quelle manière toi tu es engagé dans le monde de l'écosocialisme? Oui, bon, la première fois, c'était en 2017. Je suis intégré dans une association qui protège les droits humains et l'environnement. Et grâce à CRADOI et RJDD, ils ont me formé et j'ai tout les capacités, j'ai toutes les informations sur
l'environnement et surtout le droit humain. Et chez nous, alors, il y a une exploitation qui aura lieu aux prochaines années, faite par Energy Fools à Sienon, sur base Touliard. Et on va contester ce projet-là parce que je suis parmi les villageois. Et c'est pour cela que je suis ici en tant qu'activiste, en tant que protecteur de l'environnement. Voilà. Voilà, merci pour cette première intervention, cher ami. Et Coralie, je me tourne à toi. Toi qui n'es pas à ta première visite à Maurice, tu es déjà passé à Maurice, mais c'est pour la première fois que tu viens à l'école de l'écologie. Peut-être en amont un petit peu, toi, ton parcours en tant que militant ou même en tant que personne dans la vie professionnelle et aussi ton expérience, comment tu le vis ici à l'école de l'écologie, ici sur la zone côtière. D'accord, bonjour. Du coup, moi, c'est Coralie. Merci Rising Ocean et l'école de l'écologie de nous accueillir. C'est une chance pour nous de pouvoir participer à cette école. Moi, je représente le mouvement des Azalées à La Réunion, qui est un mouvement de convergence des luttes qui existe depuis 2018. Oui. Et qui a fait suite au mouvement des Gilets jaunes. Et du coup, c'est l'occupation d'un rond-point à La Réunion et qui a amené un petit peu tous les militants à se retrouver sur ce rond-point. Donc il y a vraiment une diversité des luttes, que ce soit sociale, écologique, pour les droits en général. Et moi, dans mon travail, en fait, je gère un gîte écologique dans la montagne à La Réunion, qui est situé à 1500 mètres d'altitude dans la forêt. Et du coup, dans mon travail, j'essaye au maximum de sensibiliser les gens à la protection de la forêt, parce que nous, nos forêts sont un peu envahies d'espèces envahissantes, par exemple. Et de sensibiliser aux espèces endémiques, de montrer aussi aux jeunes que en fait, La Réunion est dépendante des énergies fossiles, et que ce soit en termes d'électricité, que ce soit... Nous, on a très peu de transports en commun, donc tout le monde a sa voiture. L'île est un peu asphyxiée aussi d'embouteillage. Donc demain, s'il n'y a plus d'importation d'énergie fossile, on n'aura ni électricité, ni on ne pourra pas se déplacer. Donc nous, on essaye de montrer dans la forêt qu'avec, par exemple, des énergies solaires, on peut avoir de l'électricité. Nous, on a la chance d'avoir une source d'eau, donc c'est l'eau de la montagne. Donc essayer de montrer que le confort qu'on a en fait aujourd'hui, il peut demain ne pas être là. Donc des fois, c'est vrai que les jeunes, ils peuvent avoir un petit peu de difficulté à être éloignés de leur confort, mais c'est aussi leur offrir cette expérience-là. On est un peu sur un fonctionnement un peu similaire à l'école où c'est participatif, où tout le monde fait ensemble. C'est un peu apprendre la vie en communauté aussi. Et pour moi, c'est pour ça que c'est aussi très important pour moi d'être là à l'école de l'écologie, parce que c'est connaître un peu les réalités de chacun. C'est vrai que nous, malheureusement, on est encore très dépendant de la France. La France a encore une situation très paternaliste sur les Outre-mer. Donc on dépend énormément on dépend de la France, on dépend des lois françaises. Et c'est très inspirant, par exemple, de voir vous, ce que vous avez vaincu là politiquement. Et d'entendre un peu les réalités de chacun dans la zone géographique aussi, quoi. Pour nous, c'est inspirant parce que politiquement, c'est très différent à La Réunion. Merci Coralie pour cette première impression. Donc le mouvement Zazalé, tu as dit? Zazalé, oui. Zazalé, donc on peut dire qu'il y a aussi Xavier et Jade qui sont déjà passés sur le plateau de Rising Ocean il y a, je crois, 2 ans de cela. Donc, Aïcha aussi, il me semble. Aïcha aussi est passée, voilà, justement, elle est passée l'année dernière. Donc nous sommes des collaborateurs très très réguliers en ce sens. Merci Coralie. Et là, je me tourne vers Fascinati, tu m'excuses, j'ai loupé ton nom au début, des îles des Comores, donc une jeune qui s'engage dans le militantisme, surtout pour la protection de l'environnement, l'écologie et tout ça.
Comment toi, en tant que jeune, de ton expérience, de ton premier passage à Maurice, mais surtout dans l'école d'écologie, tu vis ce moment si important? D'accord, merci. Tout d'abord, je me présente. Je m'appelle Fascinati, je suis comorienne. Je suis étudiant au Comores en licence 3 en administration économique et sociale. Je suis dans un mouvement qui s'appelle Gouchao, dont son objectif c'est de protéger les droits de l'enfant et les femmes contre la violence et l'environnement. Mais chez nous au Comores, il n'y a pas un mouvement qui s'engage pour la protection de l'environnement, sauf ce mouvement Gouchao qui s'organise deux fois dans un mois pour faire une sensibilisation, de nettoyer les plages, de recycler les déchets pour le bien-être de l'environnement. Donc je peux dire que le peu de temps que j'ai passé ici, je trouve que l'île Maurice est plus développée que le nôtre parce que en voyant le paysage, c'est Tu veux beau. dire en termes d'infrastructure, les routes, Oui. les bâtiments? Oui, c'est plus développé. Donc je trouve que j'ai bien aimé en assistant ici dans l'école d'écologie. J'ai appris beaucoup de choses concernant l'environnement. Je pense qu'une fois rentrée chez moi, j'irai expliquer comment on va faire pour recycler les déchets, de ne pas les jeter à la rue comme ça. jeter dans la rue, Bien sûr. pour les faire recycler, pour avoir une vie meilleure, parce que ça compte dans tout le monde. Et je pense que... C'est très très responsable de toi. Donc, tu as déjà tenu la leçon, on peut dire ça. Donc, Tiazonali, toi de Madagascar, tu as beaucoup d'amis qui sont très familiers avec Center for Alternative Research and Studies. Ils ont plusieurs fois participé dans nos discussions à l'école. Ils contribuent avec des discours, les débats. Il y a notre ami idéal qui est aussi artiste. Il y a plein d'autres amis, il y a Zo, qui anime et parmi les principaux animatrices de l'école. Donc toi, en termes d'écologie, peut-être, qu'est-ce qui est ta compréhension, peut-être en des mots simples de l'écologie? C'est quoi en gros? Bon, c'est une bonne question. Pour moi, donc, l'écologie, c'est l'affaire de tous. Ah. Oui. C'est pas l'affaire d'un petit pays, un seul pays, quoi. Oui. Par exemple, comme c'est pas connecté, seulement, hein, tout est connecté, mais c'est toute la tout qui compte. est connecté. C'est pour cela que j'ai mis 20 sur 20 aux organisateurs de cette école parce qu'il a fait une liaison, il a mis en place la liaison entre plusieurs des pays. Si je comprends, environ 20 pays ou de plus. Ça, c'est une grande chose. C'est une grande chose. Et en plus, quand j'étais là, je vois que chacun donne ses expériences, surtout en termes de l'écologie. Voilà, tout à l'heure, cet après-midi, le président a expliqué. Il y a un thème qui m'intéresse beaucoup cet après-midi, ces matins-là. Donc, c'est quelque chose de très important pour moi. Mais la seule chose que je tiens beaucoup, c'est que l'affaire de l'écologie, c'est l'affaire de tous. Et donc, il faut agir ensemble par rapport à ça. Mais non seulement sur cette école, mais aussi dans chaque pays. Oui. Voilà. Donc, c'est-à-dire, si on finit, il reste cette écologie, et dès qu'on est là-bas, chez nous, on va partager les choses qui se passent ici, surtout au niveau du contenu. Voilà. Donc, très bien mis en mots, je peux dire, Tiazonali. Peut-être, Coralie, quand on parle d'écologie, on parle aussi
de la biodiversité, la faune et la flore, tout ce qu'il y a autour, le besoin vraiment de les préserver parce que on dépend même de notre existence de l'humanité. Surtout aujourd'hui, quand on voit le dérèglement climatique, on sait que tout est de travers, le monde va mal, il y a des cyclones, des sécheresses plus dures encore, il y a d'autres symptômes qui arrivent, des tsunamis, on peut dire des inondations, des tremblements de terre, tout ça, ce sont dus vraiment à une détérioration de l'écosystème de l'écologie. Donc au niveau de la Réunion, est-ce qu'il y a assez de sensibilisation à ce niveau-là, peut-être dans les écoles, peut-être au niveau des gouvernements, bien sûr, la Réunion est très liée avec la France. Et est-ce qu'il y a une conscientisation profonde de la masse critique de la population? Je dirais que oui, quand même, dans les écoles, etc., il y a quand même beaucoup de sensibilisation. Après, je pense que chacun, ça dépend aussi beaucoup des réalités quotidiennes de chacun. Je pense que si, par exemple, certaines personnes n'ont pas beaucoup de moyens, ben, ça va peut-être être une préoccupation moindre, ou ça va être plus difficile. C'est pas une priorité pour tout le monde. Ou ça va être plus difficile à mettre en place au quotidien, parce que, bah, par exemple, selon le pouvoir d'achat qu'on a, on ne pourra pas manger de la même façon, faire des choix, parce que bah, c'est vrai qu'on parle beaucoup d'écologie, mais dans l'écologie à l'alimentation, il y a des choix alimentaires sur qu'est-ce qu'on mange, quelle qualité d'aliments. Et pour moi, cette question-là, elle est aussi un peu centrale parce qu'on on n'est pas tous au même niveau, on va dire. On n'est pas tous au même niveau sur les choix qu'on peut faire par rapport à ça. Si on a la chance, je parlais des transports, si on a la chance d'avoir un transport à soi ou s'il faut qu'on prenne des transports en commun qui ne sont pas développés, par exemple. Donc pour moi, les gens sont sensibilisés. Après, par exemple, sur les catastrophes naturelles, ben, on est sensibilisés aussi, mais il y a forcément toujours des gens qui sont beaucoup moins bien logés, par exemple, et qui vont être beaucoup plus exposés que si on est dans une case en béton. On n'est pas égaux si on est dans une case en tôle ou à des endroits qui vont, par exemple, subir des glissements de terrain ou des inondations, etc. Je pense que la sensibilisation, elle est là. Il faut nous adapter vraiment à la réalité climatique et consolider. Il faut aussi des moyens. C'est ça, et que du coup, on n'est pas... Des fois, on oublie aussi que là, on va... par exemple, les pouvoirs publics, ils vont parler, ils vont mettre en garde, mais ils vont essayer de proposer des solutions pour les gens qui n'auront pas des abris d'urgence. Ils vont proposer des abris d'urgence. Mais c'est difficile pour les personnes de tout abandonner, par exemple, avant un cyclone, et de dire j'abandonne ma maison et je vais à cet abri-là. Donc derrière, il y a des gens qui peuvent mourir, etc. Bon, après, je pense que c'est partout pareil. Mais voilà, je pense que l'écologie, la sensibilisation, elle est présente, mais qu'on n'est pas égaux sur comment on est au quotidien et comment ça nous touche quotidiennement. C'est une dure réalité, ce que tu es en train de parler. Peut-être on va vérifier du côté des îles des Comores. Fascinati, ça se passe comment? Est-ce que le pays est préparé, par exemple, à affronter le défi climatique en termes d'infrastructure? Tu me disais qu'on a appris plus tôt que Maurice est plus ou moins en termes d'infrastructure plus développée et plus avancée. Donc, est-ce que les îles des Comores sont vulnérables? Oui. Beaucoup plus vulnérables? Oui, je peux dire que le Comores est le pays le plus vulnérable avec une élévation du niveau de la mer et des cyclones tropicaux plus fréquents. Parce que vu que les déchets pardon. Non, ça va. Tu veux dire les gestions? Les déchets, vu qu'on lance les déchets dans la mer, et ça donne des... Ça détériore la situation. Ça détériore la situation. Oui. Et ça fait des... Mais il n'y a pas de contrôle. Il n'y a pas de contrôle qui... Il n'y a pas de réglementation à ce niveau-là. Il n'y en a pas. Oui. C'est pourquoi j'ai dit que l'île Maurice est plus développée que les Comores.
Peut-être en partie, oui, parce que nous aussi, on a vécu des catastrophes. Il faut être franc à ce niveau-là. On a eu Wakashu, hein, un navire qui s'est écrasé sur nos récifs qui a causé beaucoup de dégâts. Donc, en termes d'infrastructure, en termes, comme disait Coralie, il faut consolider les maisons. Tu vois, tout le monde n'est pas sur la même pied d'égalité, on peut dire. Et comment ça se passe? Il y a des familles vulnérables qui vivent dans des habitats très très fragiles, qui peuvent se trouver comme si très très menacés par peut-être des gros cyclones. Oui, il y en a. L'année passée, avec le cyclone, il y avait un mouvement qui se sentait capable d'aider ces gens-là, vu que leurs maisons sont détruites par le cyclone. Mais en vrai, il n'y en a pas un mouvement qui se donne pour tout, pour aider les gens qui se sentent seuls. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un endroit où vivre ou quelque chose à manger, vu que maintenant, comment la vie est chère. Il y a bien sûr, avec le Covid et tout ça, l'inflation, il y a un gros souci en termes, peut-être on est déjà dans une crise économique. Crise économique, comme on peut le dire. Et Tiazonali, du côté de Madagascar, on sait qu'il y a beaucoup de défis, surtout les sécheresses qui ont commencé à apparaître au Madagascar, là, ça va toucher directement à la nourriture, l'alimentation, des risques de famine. Vous avez peut-être déjà vécu. J'ai aussi connaissance des cyclones qui ont frappé Madagascar, qui a fait beaucoup de morts, beaucoup d'habitats détruits. Donc, ce sont des moments très très durs à vivre pour le Madagascar. Est-ce que les corps gouvernementaux sont conscients de tout ça? Ils font des efforts pour protéger et soulager la population? Oui, c'est très bien comme question. En général, Madagascar est un pays vulnérable par rapport aux aléas. Je disais ça parce que... Dans la nature. Oui, oui. Par rapport à la sécheresse, il y a, selon le rapport de la Banque mondiale, c'était en 2023, on a 98% de la population de la région Androui, c'est au sud de Madagascar, sont tombés dans la pauvreté. Et aussi dans Timondé, on a 83, et puis à Nossi, 95. 80, en Timondé, on a 93, et à Nos, 95%. Cela montre que la partie sud de Madagascar est vraiment tombée dans la pauvreté, et surtout le manque de la nourriture, parce que la partie sud de Madagascar est risquée, très touchée sur non seulement la sécurité alimentaire est menacée, mais aussi la souveraineté alimentaire. Et en plus, c'était en 2022, si je ne me trompe pas, il y avait un cyclone qui détruit Madagascar. Et nous sommes tous très très vulnérables, surtout côté sud de Madagascar. À cette époque, nous remercions Cradoï parce que le Cradoï qui nous a ravitaillé des semences pour les agriculteurs et puis des vivres. Mais sur la partie de l'État, ils ont fait, mais pour moi, c'est juste une symbolique. C'est juste une symbolique. On sait que la partie sud de Madagascar, ce sont des agriculteurs. Donc, si on veut faire quelque chose ou si on va l'aider, donc le mieux, c'est correspond aux agriculteurs. Mais par contre, l'État, c'est nous, ils dispatchent le riz cantonné. Mais voilà, c'est pourquoi je disais que c'est juste ce geste, quoi. Et par rapport à ce cyclone-là, Madagascar est encore vulnérable parce qu'il n'y a pas vraiment des infrastructures pour assister ces cyclones-là. Par exemple, s'il y a des catastrophes, il y a des centres de refuge. Oui.
Par exemple, la dernière fois, il y a une commune dans un district, Tuliaradé, qui a été inondée par l'augmentation de la mer. Oui, Oui, la montée des et eaux. la montée des eaux. Et la plupart des communautés sont victimes. Ils n'ont pas des maisons pour éloigner cette Oui, oui. catastrophe-là. Et donc, c'est pour cela qu'on dit que Donc, ils sont Madagascar... submergés par l'eau. Oui, voilà. Et je revenais encore sur le plan écologique tout à l'heure. Hein. Oui. Nous, à Madagascar, nous avons déjà fait une sensibilisation par rapport à l'écologie. Hein. Notamment, nous, les GRZDD, nous organisons un festival de l'écologie par an. Ah, c'est Ouais. intéressant. Le festival de Donc, l'écologie... qu'est-ce qui se passe dedans? Comment Bon, ça se fait? le festival de l'écologie, c'est une activité des régions de Gênes pour le développement durable avec CRADOI pour sensibiliser l'État que actuellement cette situation environnementale est vraiment très très risquée. Donc on a fait conscientiser l'État que c'est pas normal actuellement. Et non seulement l'État, mais aussi la population aussi. Parce qu'on sait que la protection de l'environnement, ce n'est pas seulement pour l'État, mais aussi un engagement pour la communauté. Oui, Et c'est pourquoi on a organisé ça, c'est par an, voilà. Bon, c'est juste Donc, déjà, ce sont des pas dans la bonne direction, Tiazonali. Peut-être, Coralie, en termes de démocratie participative, on connaît tout le monde, les Gilets jaunes, tu as mentionné plutôt les Réunionnais. Et ils ne vont pas rester tranquilles, ils se mobilisent, ils sont solidaires. Donc, est-ce que cette solidarité qui est quand même, qui fait même bouger la France par moment, ça continue à s'accroître et il y a une vraie participation des jeunes, des gens, des écologistes pour éveiller une conscience politique et faire fausser les décisions dans la bonne direction? Alors je dirais que pour moi, j'ai l'impression que le Covid a un peu freiné les gens. Un peu... Ou alors peut-être, pour moi, avant le Covid, c'est vrai, il y a eu justement les Gilets jaunes, il y a eu beaucoup de mobilisation. Les gens... Le Covid a fait réaliser beaucoup aussi aux Réunionnais que justement ce que je disais par rapport aux importations, au fait que tout sort de l'extérieur. Demain, il n'y a plus rien qui rentre dans les ports, on ne peut plus manger, on peut plus. Donc, il y a une prise de conscience sur ça, sur le fait qu'il y a aussi une urgence à ce qu'on retrouve une souveraineté alimentaire, à ce qu'on retrouve un peu plus de localité, on va dire, de manger local. Et donc la Réunion aussi, c'est un pays à vocation d'importation, un peu comme Maurice, on importe totalement, beaucoup. Totalement, parce que nous, de moins en moins. On a quand même plus de 50% de la surface agricole qui est faite de canne à sucre. Donc, donc on a un petit peu de diversification de fruits et légumes. Mais à chaque saison cyclonique, les agriculteurs ils subissent aussi des dégâts, donc les prix augmentent, ça devient compliqué aussi d'acheter ces produits-là. Les subventions pour les agriculteurs, c'est beaucoup plus pour la canne que pour la diversification. Donc c'est compliqué aussi pour les agriculteurs de changer, de passer de la canne à autre chose. Et du coup, il faut quand même une expertise et des supports. Oui, voilà. Et puis il faut du temps pour revenir sur un sol qui a été... Parce que la canne à sucre, elle appauvrit le sol. Bien sûr. Et les pesticides et tout ça. C'est ça. Et c'est vrai que nous, on est quand même, La Réunion, on est quand même un des départements français qui utilise le plus de pesticides quand même, justement à cause de la canne à sucre. Et pour revenir sur la démocratie, il y a des mouvements, il y a des gens, mais il y a beaucoup moins de rassemblements. Est-ce que leurs voix sont entendues et vraiment prises en considération? J'ai du mal à répondre à cette question. Je dirais que non. Okay. Nous, le mouvement des Azalées, on a vu aussi un peu
un épuisement, un certain épuisement aussi des militants parce que Oui. parce que on a envie d'être partout, mais en même temps, il y a beaucoup de répression, il y a tellement de combats que on peut s'épuiser sur beaucoup de choses. Il y a tout qui avance très vite, la vie a changé très vite à La Réunion là, depuis le Covid, avec beaucoup d'arrivées des gens de l'Hexagone, qui fait changer aussi beaucoup les choses. Et du coup, et puis pour moi, il y a aussi un désintérêt politique. C'est-à-dire que Les Macron a jeunes été réélu, on est dégoûtés, on est tous dégoûtés. Là, les seules élections qui ont un petit peu vite fait changer les choses, c'est les législatives, Oui. mais on a un taux de participation qui est très faible. Là, les jeunes, il y a beaucoup de gens qui n'ont plus envie de voter parce que ça n'a plus de sens. Et que même, là, on a bien vu, en votant pour les législatives, finalement, après, Macron, il fait ce qu'il veut. Donc il y y a un avait désintérêt. beaucoup d'espoir sur Jean-Luc Mélenchon et puis le Front populaire tout autour. Je pense que pour certains, oui. Pour certains, il y a eu quand même un espoir, mais pour d'autres, c'est pareil, quoi. Il y a un peu pour certains, ils vont dire non, c'est le blanc, le noir, c'est pareil, quoi. C'est la même chose. Le yin et le yang. C'est ça. Mais Donc, quand même, les Français ont quand même barré la route à l'extrême droite. Oui. On sait avec le RN et tout ça, ou même Reconquête qui était dans les parages. C'est sûr. À un moment donné. c'est sûr. Et puis, nous, on a réussi avec là, on a quand même des députés, des nouveaux députés, un peu plus jeunes, qui vont aussi quand même amener des nouvelles questions. Et on a réussi à faire sortir un peu les dinosaures, certains dinosaures. Donc, à ton avis, c'est encourageant de ce point de vue-là. C'est un tout petit peu encourageant, mais moi, personnellement, je suis un petit peu découragée. D'accord, Coralie. En attendant que tu trouves plus d'espoir. Et peut-être, Fascinati, au niveau des Comores, la participation des gens, des jeunes à l'école, comment ça se passe? Je ne sais pas si vraiment il y a une conscientisation à ce niveau-là. Est-ce que les gens arrivent à comprendre vraiment l'étendue et la gravité du réchauffement planétaire, des règlements climatiques, mais que l'humanité même est menacée d'une disparition peut-être de ces phases de la Terre? Pour moi, ces questions-là, je veux dire que non, parce qu'au Comores, chacun pour soi. On doit, si tu veux avoir à manger, tu dois te mettre à genoux. Ça veut dire que nous sommes comme si on n'a pas de gouvernement, parce que c'est difficile aujourd'hui pour trouver quelque chose à manger, alors que c'était pas comme avant. Donc chacun s'en fout de ce qu'il y a au Comores. Pas assez de solidarité, tu veux dire. Mais c'est aussi dû à la situation très très difficile, la situation la pauvreté. est très difficile, oui. La pauvreté est beaucoup plus, parce qu'on ne peut pas cultiver, la sécheresse est là-bas. Oui. Il y a on coupe les herbes alors que ça donne la pluie. Oui. Donc on ne peut pas cultiver, les cultivateurs se fatiguent parce qu'il attend la pluie. Donc on attend les pays qui sont autour de nous donner à manger, par exemple Tanzanie, le riz ou n'importe où, l'île Maurice. Donc on produit rien, mais on entend les pays pour nous aider. Donc il faudra vraiment une volonté politique pour relancer l'économie, oui, réinventer et comme disait Tiazonali plus tôt et même Coralie en termes d'autosuffisance, souveraineté alimentaire plutôt, de produire local et de manger local, de produire ce qu'on mange et mange ce qu'on produit. Donc il y a beaucoup de défis aux Comores visiblement. Donc Tiazonali, les temps passent très très vite, on va aborder une tranche en termes de transformation. Qu'est-ce qu'il faut de plus faire, des actions, des initiatives, des décisions pour qu'on puisse gagner cette bataille en termes d'écologie? D'accord. Tout d'abord, il faut faire un réseautage
Ok. Oui, avant de faire une transformation, avant de faire quelque chose, il faut faire une réseautage. Parce que si on... Chez nous, il y a un dicton qui dit l'union fait la force. Oui. Donc, Je suis dans le monde oui, syndical, oui, il y a un oui, tel ouais. système. Bon, donc, si on agit ensemble, on peut transformer les choses. Par exemple, chez nous, il y avait une situation qui n'est pas idéale. Je prends l'exemple de la société Base du Gard, qui veulent s'installer malgré actuellement les États qui donnent la permis de réouverture. C'était en 2018. Et nous, les communautés, et non seulement les communautés de partie sud, mais aussi sur Madagascar, on fait des mouvements ensemble avec le réseau de jeunes, avec le Gradoui. Et on a gagné à ce moment-là parce que l'État a décidé de suspendre cette projet-là. Et donc, si on touche à agir ensemble, il y a quelque chose par rapport à ça. Et en termes de l'écologie, quand je dis il faut agir quelque chose de concret. Pas que des paroles en l'air. Oui, non seulement, pas seulement les paroles, mais aussi quelque chose de concret. Hein? Par exemple, on va cultiver ensemble et puis on va faire une sensibilisation au niveau de l'État, oui, pour qu'il change des décisions. Des politiques aussi. Par exemple, à Maurice, tu disais plutôt que le tourisme, semble-t-il, est un pilier incontournable. C'est indéniable ça, mais aussi à Maurice, il y a beaucoup de développement touristique qui repose aussi sur les bétonnages au détriment justement de la biodiversité. Vraiment, et cela, tu vois, complique la situation. Pour les Mauriciens, on a des inondations dès qu'il y a des grosses pluies. Donc peut-être en termes de développement aussi, il faut des décisions fortes. Stopper par exemple la déforestation qui reste un gros souci. Comme décret. Et aussi, Maurice, il est développé tout simplement parce que le gouvernement mauricien, peut-être, ils savent très bien les besoins des Mauriciens ici. C'est-à-dire la politique générale de l'État mauricien qui correspond aux besoins de ce peuple. C'est pareil à Madagascar si on fait ça, Madagascar. Les politiques générales de l'État par rapport à l'environnement s'y correspondent bien aux besoins de la population de Madagascar. Peut-être on va changer la situation. Voilà. Ça peut aider. Oui, tout relève quand même de la volonté politique. Voilà. Ça revient très souvent à la surface. Donc, Coralie, de ton côté, en termes des mesures peut-être pour transformer l'aspect écologique et pour faire de sorte qu'on va vraiment gagner la bataille face à ce phénomène de crise climatique qui vraiment entache notre vie quotidienne. Alors pour moi, idéalement, ce serait déjà au niveau de l'alimentation, de pouvoir avoir des projets beaucoup plus au niveau agriculture, des projets d'agroforesterie où on peut vraiment diversifier beaucoup plus et en même temps remettre au centre les plantes endémiques et voilà, et des plantes qui vont vraiment maintenir le sol aussi et qui vont créer entre elles un système qui va les protéger aussi des cyclones, etc. Oui. Ensuite, du coup, voilà, pour qu'on puisse manger plus, qu'on soit beaucoup plus autosuffisant alimentairement. Ensuite, au niveau des transports, j'avoue que moi, quand je vois votre tramway, je rêve qu'on est pareil à La Réunion. Le tramway, le métro, après le métro, je ne sais pas trop si c'est faisable à La Réunion. C'est plus un tramway. Oui. Et un tramway à La Réunion, ce serait l'idéal pour nous. Donc voilà, développer un peu plus les transports en commun pour qu'on n'ait plus
autant, à l'énergie voilà, fossile et tout c'est ça, ça. Et la puis pollution, qu'on l'embouteillage, soit moins tout ça. voilà, bloqué dans les embouteillages et comme tu dis, recours aux énergies fossiles. Et aussi les énergies, enfin voilà, dépendent moins des énergies, de l'importation, Très etc. important. Ça peut aider. Et essayer de retrouver un peu plus de solidarité entre nous, entre les Rhénanais, parce qu'avant, c'est vrai qu'on avait beaucoup plus. Pareil, comme vous disiez, aux Comores, par exemple, tu disais, on avait beaucoup plus d'échanges. Avant, les fruits et légumes de la cour, on donnait aux autres. Et aujourd'hui, il y a un peu plus d'individualisme, donc peut-être retrouver un peu cette solidarité-là. Mais il y a tellement de choses finalement à changer. Après, au niveau des déchets, par exemple, moi j'aimerais bien qu'on soit beaucoup plus sur des économies circulaires, où on peut apprendre à réparer les choses au lieu de tout jeter, recycler localement les choses, avoir des industries aussi beaucoup plus localisées pour moins importer et moins rejeter aussi ce qu'on a, quoi. Parce que normalement, sur une île, on pourrait faire en sorte qu'on ait une énergie beaucoup plus une économie, une économie beaucoup plus circulaire où on peut faire marcher les secondes mains, etc., les petits commerces, revendre les choses. Au lieu d'acheter tout neuf, on peut tout... Normalement, ce serait beaucoup plus simple sur une île que sur un continent, mais pour l'instant, c'est pas trop développé encore. Tout à fait, Coralie. Des points très, très intéressants. Et peut-être, Fascinati, en termes tu as beaucoup parlé de déchets qui sont rejetés, par exemple, dans la mer, au détriment de l'environnement. Peut-être en termes de gestion des déchets, ici à Maurice, on vit actuellement des moments très difficiles avec de l'incendie à Manchicose, un centre d'enfouissement, etc. Donc, peut-être une mesure forte, la gestion des déchets, le tri des déchets, par exemple. On dit des déchets domestiques ou même des déchets industriels, de mieux les canaliser afin qu'on puisse éviter d'accélérer, peut-être stopper un peu ce catastrophe écologique. Des idées? Moi, je trouve sur ça, si on se mobilise pour recycler ces déchets, pour les mettre dans un endroit privé ou bien approprié, que si on recycle ça, on doit les mettre quelque part. On ne peut pas les jeter comme ça. Ça fera un changement, mais au Comores, ce n'est pas comme ça. Oui. Tu recycles tes déchets, soit domestiques, soit industriels, tu jettes là où tu veux. Donc, il n'y a pas de contrôle. Il n'y a pas de contrôle, donc ça cause beaucoup de choses. Tu vois quelqu'un qui vend quelque chose au bord de la mer, alors qu'à côté, il y a des déchets, soit des plastiques, soit des huiles utilisées dans les voitures, c'est un gros problème. Donc, il cause beaucoup de maladies parce qu'on va acheter ce viande ou ce poisson. On ne sait pas c'est quoi il y avait là-dedans, donc on se sent malade, alors qu'on se déplace aux Comores vers Maurice ou Madagascar pour se faire soigner. Donc moi, je ne vois pas qu'il y a un changement vu qu'il n'y a pas de contrôle sur ça. C'est un point très très intéressant également, Fascinati. Et en termes de coopération régionale, Tiazonali, déjà ici, là, on voit qu'avec l'école de l'écologie que vous organisez, ici, il y a une forme de solidarité, des partages d'idées, mais aussi à travers des discours, à travers aussi des partages de documentation et tout ça, des présentations. De quelle manière penses-tu que la coopération régionale peut vous aider, par exemple, en termes d'autosuffisance, en termes de souveraineté alimentaire? Par exemple, dans les îles à côté, il y a des secteurs de pêche, par exemple, des commerces régionaux. Peut-être que la solidarité peut grandement aider pour combattre aussi et renverser ce bouc infernal d'écologie. Vous pouvez reformuler cette question. En termes de coopération régionale, penses-tu que si les pays autour ils serrent les coudes ensemble, ça peut vraiment un peu atténuer ce boucle écologique infernal? Oui, bien sûr, parce que à chaque pays, les pays participants dans cette écologie-là ont déjà convaincu que la gestion des déchets est parmi les facteurs
qu'on peut diminuer les impacts des changements climatiques. Et donc, si on fait quelque chose ensemble, donc il y aura plus de des solutions, changements, plus voilà. d'idées, voilà, Oui, plus oui, d'innovations. des idées, voilà. Oui. Moi, je disais ça parce que chez nous, nous avons déjà fait des recyclages. Parce qu'il y a un organisme qui s'appelle Recyclanay et il nous a informé comment recycler ceci. Mais avant cela, il nous a mobilisé que ce n'est pas bon de faire jeter le déchet. Donc, tout d'abord, il faut conscientiser toutes les populations et puis on lui montrait comment recycler. Malgré Atana, on ne gère plus Atana, les capitales, on ne gère plus, l'État n'arrive pas à gérer les déchets. Et voilà. Donc si après cette école, on va faire une certaine union, on va mise en place quelque chose de concret. Par exemple, on va y aller ensemble à Comores, on va installer quelque chose qui pourra faire une gestion des déchets. Peut-être ça va diminuer un peu. Par exemple, le pays, 3 ou 4 pays qui participent à cette conférence, on va aller à Comores sensibiliser les gens du Comores et non seulement sensibiliser, mais aussi donner des infrastructures par rapport à ça ou matériel par rapport à ça. Je pense que ça diminue un peu les déchets, non seulement à Comores, mais aussi dans toute la région. Donc Coralie, au-delà des méthodes de recyclage, tout ça c'est très bien, mais aussi il faut comprendre que peut-être que la production ou même la surproduction reste un gros souci. Par exemple, le plastique à usage unique, on sait que d'ici 2050, on aura plus de plastique dans la mer que des poissons. Donc peut-être qu'il faut des mesures politiques très, très fortes pour revoir le modèle économique et stopper par exemple surtout la production des matières qui peuvent porter préjudice à la nature. Qu'en penses-tu? Oui, après, je suis totalement d'accord. Le souci, c'est que tout ce qui est justement importation, on n'a aucune main mise dessus, quoi. On peut pas contrôler vraiment les produits qui rentrent sur l'île. Et il n'y a pas de volonté politique réelle de changer ça parce que hier, j'expliquais que, en fait, là, nous, on a comme vous ici, des charges. C'est de l'enfouissement, du coup, on enfouit les déchets. Oui. Il y a quand même il y a un tri, mais les déchets sont enfouis. Et la solution qui est proposée aujourd'hui, c'est un incinérateur. Mais pour que cet incinérateur fonctionne, il faut importer des déchets de la zone océan Indien. Oui. Donc, au lieu de réduire, nous, on dit, allez, il faut produire encore plus de déchets. Et il n'y aura pas de tri qui sera fait. C'est-à-dire que, par exemple, on va prendre les déchets de la poubelle de la maison. Il y aura des déchets organiques qui sont de l'eau. Donc, on va brûler de l'eau avec les autres déchets. Donc, c'est totalement incohérent. Donc, on voit aussi qu'il n'y a pas de volonté politique derrière de faire une vraie réduction et de changer ça. Et c'est vrai que, moi, idéalement, ce serait aussi mieux si on pouvait s'alimenter autour de nous. Si par exemple on pouvait faire beaucoup plus d'échanges avec Madagascar, avec Maurice, avec les Comores, coopération régionale réelle, parce que chacun produit suffisamment normalement pour que, au lieu qu'on aille prendre des bateaux qui vont faire le tour du monde et ramener des déchets, etc. Alors que nos zones sont tous. Tout ce qu'on dit depuis 2 jours là, c'est que la zone de l'océan Indien, elle est très riche de tout ce qu'elle produit. Sauf que toutes ces richesses-là, finalement, elles sortent de l'Europe, elles repassent par l'Europe pour revenir vers nous.
Et du coup, on paye plus cher Des et fois, on les paye la parties. production, on paye les déchets qui rentrent chez nous. Et après, c'est nous, on est embêtés avec les déchets, quoi. Donc, je pense que encore une fois, c'est un manque de volonté politique comme vous. Hein. On peut essayer de faire des choses à notre échelle, mais c'est à eux aussi de prendre, de mettre en place tout ça. Et l'impact du capitalisme est tellement rapide aussi. Parce que des fois, on va aussi dire oui, c'est les habitants, ils font mal, ils gèrent pas bien leurs déchets. Mais qui a amené ça? Qui a amené les déchets de cette manière? Donc voilà, le temps passe très vite, les amis. On va conclure sur très peu. Donc peut-être un petit mot sur la coopération régionale Fascinati en termes de solidarité. Peut-être que ça peut aider, comme dit, des échanges de commerce. Par exemple, chacun peut aider l'autre. Ici, par exemple, à Maurice, on exporte nos poissons pour des prix dérisoires et par la suite on importe à des prix très élevés. C'est peut-être une solidarité, surtout pour montrer les problèmes de souveraineté alimentaire ou même éliminer, par exemple, l'excès de production et les déchets, tout ça. La coopération régionale, peut-être un mot dessus et on va terminer. Oui, moi je trouve si une coopération régionale, ça pourrait nous aider à nous contrôler ce qu'on exporte ou importe dans notre pays. Parce que nous, je ne sais pas comment je peux exprimer ça, nous sommes plus derrière, vulnérables en étant en quelque sorte voilà, en termes de oui, développement. Oui, nous sommes plus loin. Donc je peux dire que Madagascar est plus élevé que nous parce qu'on dépend d'eux. Parfois, on attend un bateau qui sort à Mada vers Comores, mais au bord de la mer, ça s'arrête. Non, il ne vient pas, il ne va pas, il se retourne au Mada. Donc on aura des difficultés. Alors que c'est ce qu'on attend pour qu'on puisse manger quelque chose. Donc nous sommes très difficiles sur la vie et sur l'alimentation, nous sommes très bas. Parce qu'on doit dépendre à Mada et Tanzanie. Donc c'est les pays que je connais, mais il y a d'autres pays encore. Donc je vois qu'avec la collaboration régionale, ça pourrait nous aider dans quelque part. Peut-être, donc, bravo à vous, Madagascar, pour votre générosité, mais surtout pour cette coopération qui est déjà en place. Et peut-être un dernier mot de la fin, Tiazun Ali, en guise de qu'est-ce que tu vas emporter avec toi à Madagascar en termes d'expérience pour sensibiliser les gens, les jeunes autour de toi, pour qu'on devienne encore plus responsable pour sauver notre planète écologiquement. Oui, merci. Et bon, à mon arrivée à Madagascar, je ferai beaucoup de choses. Je sensibiliserai des associations, mais non seulement des associations, mais aussi des services techniques de l'État, des directions régionaux, des ministères. Mais en termes de cette union régionale tout à l'heure, oui, union régionale, j'aimerais coopération régionale. J'aimerais insister sur chez nous à Madagascar, il y a encore des problèmes des extractivismes causés par l'énergie fossile. Donc je demande une coopération régionale pour que nous tous ensemble... Les enfants sont exploités, tout ça, oui, c'est dramatique. On va faire une seule voix, nous tous ensemble par rapport à cette extraction-là. Parce que ça nous rendra vie en danger, ce projet-là, si Atulia. Donc, on demande de votre soutien par rapport à ça. Si ça vous va, dans tous les pays dans l'océan Indien, on demande de votre soutien par rapport pour que l'État rende conscient que ce n'est pas bon l'exploitation mine à Madagascar, surtout par rapport aux énergies fossiles. Voilà. Et merci de nous avoir invités ici. Ça fait un honneur pour moi. C'est le plaisir pour nous. Au contraire, j'étais émerveillé. Il y a beaucoup d'idées très intéressantes et vous représentez d'ailleurs
l'avenir du militantisme. Donc Coralie, un mot de la fin pour conclure en termes, qu'est-ce que tu vas emporter avec toi dans tes valises à la Réunion en termes d'astuces pour encourager, sensibiliser les gens et pour qu'ils deviennent comme toi, une militante, quelqu'un qui aime la nature. Je pense que je vais continuer mon travail et je vais surtout je pense, amener, transmettre en fait toutes les réalités que nous on entend avec vous, avec chacun. Parce que malheureusement, même si on fait partie de la même zone géographique, on est très peu au courant de ce qui se passe chez nos voisins finalement. Oui. Donc je pense que pour moi, c'est toute la richesse de cette rencontre, c'est que c'est de nous rappeler comment finalement on est liés les uns les autres, on a des réalités qui sont différentes, mais en même temps qui se rapprochent sur certaines questions. Et voilà, j'ai envie d'amener aussi cette conscience-là et de pouvoir garder aussi des échanges, de pouvoir soutenir à distance si on peut, partager les combats de chacun. Super, bon courage à toi. Merci. Coralie. Et Fascinati, pour conclure, un dernier mot de la fin en termes d'expérience, mais en termes surtout de fougue, d'énergie, d'innovation, de créativité et d'espoir que je suis sûr que tu as négocié avec tes amis de la région pour apporter plus de soutien à Como, mais pour que Como s'émancipe aussi et pour un avenir meilleur. Donc le mot de la fin. Tout d'abord, je vous remercie parce que c'est la première fois que je fais un interview. Ce que je veux dire, j'ai vraiment apprécié et j'espère que je vais apporter beaucoup de choses pour aller présenter dans le mouvement que je suis, leur expliquer ce qu'on doit faire pour le développement dans notre pays. Merci. Oui. Merci. Donc, merci à toi, Tchazionali, Fascinati de Como, Tchazionali de Madagascar et bien sûr Coralie de l'île de la Réunion d'avoir participé à cette émission spéciale dans le cadre de l'école de l'écologie dans la côte sud-est ici de Maurice pour partager un peu votre expérience de l'école, mais surtout des idées en ce qui concerne l'écologie et la démocratie et comment sensibiliser, mais aussi faire participer toutes les personnes pour une conscience écologique et vraiment essayer de sauver notre planète. Merci à vous et c'était un premier passage sur un plateau de radio, de télé. Donc bravo à vous, je pense que vous avez été très efficace, très efficient, très clair dans vos propos, beaucoup d'idées, beaucoup d'innovations et surtout de l'espoir pour l'avenir du militantisme. Donc, merci, et peut-être bon courage encore pour les sessions de l'école. Merci à vous aussi, chers internautes, pour votre fidélité. Merci aux techniciens. Il y a beaucoup d'amis qui nous ont assistés. Il y a Krishna, il y a Patrice, il y a Yannick, il y a bien sûr Johan, il y a Hans derrière les arbres qui nous observe. Il y a mon ami qui est venu nous rejoindre, Chauvin, qui déguste un café très chaud. Donc, merci à tout le monde. Merci, chers internautes. N'oubliez pas de partager cette vidéo pour qu'on touche un maximum d'audience et qu'on fait la sensibilisation sur la nature, l'écologie. Merci, à bientôt pour une nouvelle émission sur Rising Ocean. Bye bye. Merci. Merci.